Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, une vidéo improvisée que j'avais pas prévue dans mon planning mais à laquelle je viens de penser. Et je viens de faire les slides assez rapidement, ça m'a pris une bonne heure, sur mon workflow de travail autour des applications statiques que je fais dans le cadre de la chaîne Agile Toolkit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le workflow, c'est l'ensemble des étapes qui me permettent de partir d'une idée pour faire une appli statique, comme par exemple la roue des prénoms, qui est mon best-seller, mais il y en a plein d'autres. Récemment, par exemple, j'ai publié une vidéo sur la petite application Categorix pour classer en 3 catégories. Je vous mettrai le lien en description. Pour classer une liste d'items en 3 catégories. Eh bien, en fait, des applications, j'en ai plein. Et donc via cette vidéo, je vais formaliser avec vous, je vais vous présenter un workflow qui permet de partir d'une idée, de créer une petite appli statique. Donc c'est la partie développement. Donc appli statique, c'est le sujet. Ensuite, on va parler de développement, d'hébergement via GitHub Pages, de déploiement automatisé et de publication. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Et avant même de vous l'expliquer, je vais lancer des prompts car on va être assisté par IA et ça peut prendre un certain temps. Donc je vous les présenterai juste après. Mais on lance les prompts parce que ça prend 5 minutes. Donc vous savez que j'aime bien faire moi les expériences en live sans trucage et de lancer les vrais prompts devant vous, quoi. Donc ça marche ou ça marche pas. Bon, si ça marche pas, des fois c'est un peu moins bien, mais voilà. Donc sachant que les prompts, vous l'aurez en description aussi et vous pourrez refaire toutes les expériences que je fais. C'est le côté Agile Toolkit, c'est je vous donne des bons tuyaux pour reproduire par vous-même la même chose que ce que je fais. Hein. C'est le but de la chaîne, un but pédagogique, voilà. Donc les prompts sont lancés. Alors, tout d'abord, je vais vous donner quelques définitions et ensuite, il va y avoir une partie travaux pratiques. Donc là, cette vidéo, elle va vous donner un guide pratique pour partir d'une idée et mettre en production une application de la même manière que moi je le fais. Alors bien sûr, j'ai fait d'autres vidéos sur le thème où vous pouvez voir un peu tout ça. Et bien là, ça synthétise, ça formalise un peu, ça vous donne un guide pratique. Donc ça facilite un peu les choses. Hein. Vous avez qu'à suivre les étapes si vous voulez faire la même chose que moi. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un site statique ? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est qu'une appli statique, une application statique, une application web ? Bon, ça va être un petit site web qui ne contient pas de compte utilisateur, il n'y a pas d'identifiant, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de back-end et donc il n'y a pas de persistance des données. Donc je vais vous en montrer un certain nombre d'exemples. Alors ici j'ai mon site agiletoolkit.fr où vous avez une collection de toutes mes applications. Donc par exemple il y a le site des mots mêlés que vous pouvez utiliser pour générer des grilles de mots mêlés, Toto, Tutu, Tata, etc. Je ne vais pas vous faire une démo de tous, hein. Mais voilà. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo où je fais une démo assez rapide de tous. Il y a la roue des prénoms, enfin il y a tout un tas d'applications. Donc ça, c'est des sites statiques. Il n'y a pas de connexion, pas de données sauvegardées. Les données vivent dans la page web pendant qu'on l'utilise et une fois que on a fermé l'onglet, eh bien tout est réinitialisé finalement. Alors c'est limité, bien sûr. C'est des applications qui ne permettent pas de faire des choses exceptionnelles. Moi j'appelle ça des gadgets, mais malgré tout, ça peut être utile. Et bien sûr, le fait que ce soit limité, ça rend facile le développement, le déploiement, l'hébergement, l'édition, l'exploitation. Donc le développement, c'est l'activité de produire du code, bon ça c'est assez évident. L'hébergement, c'est le fait de mettre l'appli web à disposition sur un site internet. Voilà, j'utilise le mot site internet pour vulgariser un peu, donc via une adresse web internet. Donc nous on fait ça avec GitHub Pages la plupart du temps. Le déploiement, alors là, déploiement, ça peut se faire de manière automatique, mais on va formaliser un processus de déploiement, donc on va automatiser un petit peu plus les choses. Notamment, il y a la partie containerisation Docker, donc dont je vais parler après. Et enfin, la publication, ça va être un ensemble de choses pour mettre l'application à disposition, communiquer, éventuellement donner le code source, écrire un readme pour expliquer. Là, j'ai ajouté une licence. Et donc voilà. Donc en fait, pour toutes mes applications, donc vous le voyez ici sur le site, j'en ai un certain nombre. Il y en a encore plus. Alors je ferme les mots mêlés. Il y en a encore plus sur le dépôt GitHub. Vous aurez bien sûr le lien en description. Eh bien, vous voyez que il y en a quand même pas mal. Et donc, pour gérer tout ça, j'ai envie d'industrialiser la chose, donc de faire de manière systématique tout ce que je viens de vous expliquer pour toutes les applications. Alors, si je rentre un petit peu plus dans le détail, et ensuite on passera aux travaux pratiques. Donc la première, à chaque fois, comment je développe ces applications. Donc vous pouvez le voir sur la chaîne dans plein de vidéos, mais là c'est la synthèse, le résumé.
la première version, c'est toujours dans un chatbot. Donc chatbot, c'est ChatGPT ou Claude. Hein, voilà, c'est ça. Donc c'est toujours, j'ai une idée, je commence à écrire. Bon, là, je vais pas le faire, mais par exemple, dans une vidéo ici, je l'ai fait pour les mots mêlés. C'était complètement en live. Donc voilà, vous pouvez aller voir cette vidéo si jamais vous voulez voir. Donc pourquoi je commence toujours par ChatGPT ou Claude, par un chatbot. Donc j'utilise pas tellement Claude Code, et quand je commence, c'est même pas dans un IDE ni rien. Alors pourquoi? Parce que une idée me vient. Le plus accessible, le plus direct, c'est d'écrire directement dans un chatbot ChatGPT, soit dans le site web, soit dans l'appli sur mobile. Et je teste l'idée directement. J'ai l'idée, j'écris quelques phrases, alors plus ou moins longues, plus ou moins détaillées, et ça me permet d'avoir une toute première version. Et donc ça, c'est possible uniquement parce que je fais des petits gadgets qui sont très simples. Une application plus complexe, faudrait réfléchir davantage, etc. Ensuite, alors j'ai directement une première version de code de mon application que je peux directement utiliser. On peut même prévisualiser en général dans ChatGPT ou Claude. Et j'apporte quelques petites améliorations directement là aussi dans le chatbot. Je demande, j'interagis pour valider le concept, pour affiner. Et à partir de cette étape-là, cette appli, il m'arrive de l'utiliser directement en situation réelle. Par exemple, la roue des prénoms, c'était fait dans le cadre d'une vidéo sur la chaîne. Donc là, il y a eu quelques... Après la vidéo, j'ai dû faire quelques ajustements. Je l'ai utilisé directement au sein de mes équipes, au sein d'une équipe pour la première fois, et maintenant je m'en sers tout le temps. Donc, soit pour mon usage personnel, soit... Alors voilà, il y a certaines applis, c'est mon usage personnel, mais d'autres, je les utilise en contexte professionnel, en tant qu'animateur, Scrum Master, etc., pour animer certains meetings. Donc c'est facile car c'est des applications statiques. Donc il me suffit de prendre le fichier HTML et c'est très facilement transportable. Hein. C'est juste un fichier en général qui fait moins de 1000 lignes, qui est extrêmement simple. Je le mets sur l'ordinateur que je dois utiliser et voilà, l'application est utilisable même si elle est hébergée nulle part. Donc ça, c'est la deuxième étape qui valide encore plus le concept, c'est l'utilisation en situation réelle. Ensuite, si je décide que cette application, elle vaut le coup, il faut la proposer, il faut la pérenniser, il faut la mettre à disposition. Alors une bonne étape, même une étape indispensable, c'est de trouver un nom. Alors pourquoi c'est indispensable? Parce que si je veux mettre l'application sur GitHub, eh bien il faut que je nomme le dépôt GitHub. Alors il peut y avoir des noms temporaires, hein, c'est pas bien compliqué, mais bon, on trouve un nom pour pouvoir commencer à publier. Donc j'ai mis les petites icônes, j'ai repris les icônes de chacune des étapes, je les ai mises dans le process. On voit que beaucoup de choses sont liées à la publication, à la diffusion. Hein. Le codage finalement c'est surtout au début. Bon après bien sûr c'est un cycle de codage. Donc on peut coder pour ajouter des tas de fonctionnalités, ça peut durer assez longtemps. Ensuite, donc une fois qu'on a le nom, on crée le dépôt de GitHub. Là je crée un GitHub Codespace. Donc le GitHub Codespace, c'est l'environnement de développement dans le cloud GitHub qui nous permet d'éditer directement via un VS Code dans le cloud, dans un onglet, d'éditer directement l'application. Comme ça, j'ai même pas besoin d'avoir VS Code installé sur mon ordi, je peux l'éditer directement. Là aussi, il y a une vidéo qui en parle. D'ailleurs, cette vidéo-là, Vibe Coding, mon workflow, ça le détaille. Et la vidéo sur les mots mêlés aussi en parle. Donc vous aurez bien sûr les liens en description. Si je mets les vidéos, c'est pas forcément pour faire plus de vues, pour faire de la pub, mais c'est parce que tout est lié, ça fait un peu comme une formation. Donc si vous voulez vous approprier un peu tout ce que je dis et bien comprendre, et reproduire, vous pouvez consulter les vidéos dans un certain ordre logique. Donc c'est pour ça que je fais référence à des vidéos passées qui correspondent à des tutoriels pour certaines parties de choses que je ne peux pas expliquer à chaque fois. Donc une fois qu'on est dans GitHub, on peut déployer l'application sur GitHub Pages, qui est le mécanisme d'hébergement des sites statiques intégré à GitHub. Donc là, c'est très facile, c'est quelques clics et votre application est hébergée directement. Donc là aussi, c'est cette vidéo-là qui explique comment ça marche, donc allez la voir si jamais ça vous intéresse. Ensuite, autre aspect, si on veut diffuser, donc GitHub Pages nous fournit un nom de domaine par défaut, mais qui porte pas forcément la marque Agile Toolkit, donc on peut configurer un nom de domaine ou un sous-domaine. Donc ça, c'est l'étape suivante. Ensuite, écrire un README pour que les gens comprennent de quoi ça parle, s'ils veulent s'approprier le code, s'ils veulent mieux comprendre. Et autre étape pour bien diffuser, c'est je la mets sur mon site que j'ai appelé Tool Dashboard, ça c'est le nom générique. Mais c'est le nom du site, c'est agiletoolkit.fr. Donc là où je mets tous mes gadgets. Et ensuite, alors étape suivante, bon c'est un peu long, mais après on va passer aux travaux pratiques. Bon, c'est nécessaire pour la pédagogie, j'espère que je suis pas trop long.
Donc je mets mon appli sur mon site Tout le Dashboard et optionnel, faire un conteneur Docker si on veut faciliter le déploiement. Par exemple, s'il y a plusieurs fichiers statiques, donc où on va aller encapsuler tous les fichiers dans une image ou dans un conteneur pour faciliter le déploiement. Ou alors si on dispose déjà d'un environnement d'exécution standardisé, d'un cluster Kubernetes, de choses comme ça, c'est toujours très pratique d'avoir un conteneur Docker. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime faire de plus en plus, qui n'est pas forcément indispensable si on reste sur GitHub Pages, mais si on veut être dans un autre hébergement, ça va être indispensable. Et notamment, ça, on va s'en servir parce que pour faire des sites non statiques, je vais être obligé de sortir de GitHub Pages. Et bon, ça sera l'objet de plusieurs vidéos. Et ensuite, SEO. Alors, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Et GEO, ça veut dire Generative Engine Optimization. Ça, c'est nouveau. C'est GEO, c'est l'IA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Search Engine ou Generative Engine Optimization? Eh bien, ça va être tout un tas d'actions pour que les gens puissent trouver votre application, votre site sur Internet, pour optimiser le référencement par les moteurs de recherche ou par les IA. Bon, ça, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que ça peut être assez long, assez technique. Ça peut faire l'objet éventuellement d'une vidéo, mais voilà, je le mets de côté, même si maintenant je m'y intéresse et je le fais pour mes applis, donc je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai déjà mentionné qu'il y a tout un tas de vidéos qui traitent plus en détail certains aspects. Maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Alors, ça, c'est le prompt que j'ai lancé à l'instant. Donc, en bas, j'ai mis 2 URL que j'ai lancé au début de la vidéo. On va faire les travaux pratiques, on va faire le test avec 2 sites, mais surtout avec un. Donc, je vous lis le prompt. Pour les applications que je veux déployer pour pour les applications que je veux développer pour Agile Toolkit, je veux appliquer une sorte de template systématique à l'application. Voici les différents points. Déployer l'appli sur GitHub Pages si c'est une appli statique. Si ce n'est pas une appli statique, indiquer que ce n'est pas une appli statique. Attention, il y a des sites qui contiennent un générateur de sites statiques en PHP. Dans ce cas, c'est aussi considéré comme un site ou une appli statique à héberger sur GitHub Pages. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, je rentre pas trop dans les détails, mais c'est le cas par exemple du site pour les templates de rétrospective, parce que le générateur de sites statiques va faire des miniatures, va faire tout un tas de choses. Enfin, pas tant que ça, mais il fait des choses. Utiliser un nom de domaine, essayer de voir s'il y a juste le nom de domaine par défaut de GitHub Pages ou s'il y a déjà un nom de domaine. Voilà, donc référencer l'appli ou le site sur mon portail Tout le Dashboard, avoir un README, avoir un fichier de licence MIT, générer un conteneur Docker via GitHub Actions à chaque mise à jour sur main et le déposer sur GitHub Container Registry. Est-ce que tu peux inspecter ce dépôt Git et me faire une fiche qui dit parmi tous ces points ce qui est fait et ce qui n'est pas fait? Icône verte pour les items faits, icône rouge pour ce qui n'est pas fait. Et donc là, on met l'URL du dépôt. Donc je vous donnerai aussi le prompt en commentaire, en description plutôt. Alors, je l'ai fait avec 2 applications. Donc là, mes applications, en fait, elles sont pas toutes au même niveau. En fait, il y a des applications où il y a tout qui est fait, qui ont tous les critères, et d'autres où il y a quasiment rien. Je sais même pas trop, j'ai pas fait l'inventaire parce que c'est maintenant, en fait, c'est aujourd'hui que je pense à ça et que je me suis dit qu'il faudrait systématiser tout ça. Donc maintenant, je vais faire un inventaire. Et je vais faire un inventaire grâce à l'IA, comme vous venez de le voir. Donc j'ai pris 2 applications au hasard, plus ou moins. J'ai pris l'application Categorix, parce que c'est la dernière en date que j'ai publiée sur la chaîne. Donc il y avait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Si vous voulez comprendre cette application, j'ai pris l'application Retro Template, qui est une vieille application, enfin vieille, que j'ai fait il y a un certain temps, et donc voilà, pour voir où on en est. Mais on va travailler surtout sur Categorix. Alors ça, je l'enlève, je sais pas pourquoi c'est là. Donc, déploiement sur GitHub Pages, ça y est, effectivement, parce que de toute façon, c'est déjà disponible ici, comme j'ai tourné la vidéo il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est cette application-là. Donc, c'est sur GitHub Pages. Nom de domaine personnalisé, il n'y en a pas, donc là, on va le rajouter. Eh bien, on va le faire tout en allant. Alors, le nom de domaine personnalisé, j'ai un nom de domaine sur Hostinger. Alors, ce n'est pas un placement de produit, je ne suis pas sponsorisé. Comment on se connecte ? Ici, je suis peut-être déjà connecté, voilà. Alors, pourquoi je suis chez Hostinger? Parce que pour les besoins d'une autre vidéo que je n'ai jamais publiée, je voulais un nom de domaine, je voulais faire un test pour montrer comment on achète un nom de domaine. Bon, finalement, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai acheté un nom de domaine quand même à titre de test. Et du coup, j'ai agiletoolkit.fr chez Hostinger, mais c'est complètement le hasard. J'aurais pu. D'ailleurs, j'ai aussi un autre nom de domaine chez OVH, agiletoolkit.eu, j'en ai chez Gandhi, bon bref. Donc là, il se trouve que le hasard fait que c'est chez Hostinger, mais je ne sais pas si je peux recommander ce gestionnaire, je n'en ai aucune idée.
parce que je suis pas expert du sujet. Mais vous voyez que du coup, j'ai commencé à l'utiliser, vu que je possède le domaine. Donc, j'ai des sous-domaines, random wheel, momele, prompt, etc. Donc là, alors là, je me souviens plus trop comment on fait, mais on va copier sur les autres. Donc, faut faire un enregistrement de type A. Donc, hop. Donc là, on est sur l'application Categorix, donc on va l'appeler Categorix. Donc je fais devant vous l'industrialisation, la normalisation de, de mon application. Alors là, il faut faire attention parce que c'est sur un serveur autre. Donc là, il faut que j'aille sur agileanddevopstoolkit.github.io si je suis hébergé sur GitHub Pages, parce qu'en fait ces applications-là, elles sont hébergées sur d'autres applications. Je me rends compte que c'est peut-être pas prudent de vous afficher tout ça, donc je flouterai au montage les adresses IP. Voilà, mais vous aurez quand même tous les éléments. Alors là, TTL c'est mis 300, bon, je sais même pas exactement à quoi ça sert. On va faire comme les autres, on va faire 300. J'ajoute value must be valid IPv4 adresse. Alors, parce que c'est un enregistrement de type CNAME qu'il faut, pas un enregistrement de type A. Voilà. Donc là, on recommence. Categorix. Bon, peut-être on fera une vidéo un jour sur les noms de domaine, mais bon, en fait, je suis vraiment pas expert du truc. Comme vous le voyez maintenant. Et en plus, bon, c'est très difficile d'improviser ce genre de choses techniques, parce que là, c'est improvisé du coup. Donc voilà. Alors maintenant, il y a une deuxième étape qu'il faut faire, c'est aller dans l'appli sur GitHub. Donc là, CTRL F, Categorix. Voilà. On va aller ici. Et pour gérer le nom de domaine, il faut aller dans Pages. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en fait? Ah oui, Custom Domain. Voilà, donc là, on va écrire le custom domain qu'on vient de choisir. Donc categorix.agiletoolkit.fr. Save. J'ai cliqué sur Save, oui. Donc là, ça devrait se faire, il y a des checks, je ne sais pas exactement comment ça marche. Voilà, check in progress. Donc j'imagine qu'il faut attendre un certain temps avant que ça fonctionne. Bah là, ça marche directement. Bah voilà, ce temps il est très rapide. Alors une fois que ça c'est fait, vous voyez que c'est non sécurisé parce qu'il faut cocher une deuxième case, Enforce HTTPS. Alors pourquoi ça ne veut pas le faire? Peut-être qu'il faut rafraîchir la page. Voilà. Donc là, maintenant, si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner? Bon, il faut attendre, je pense. Il y a un petit délai. Bon, ça marche en HTTPS. Bref. Bon, je vous passe les détails, mais voilà, ça, c'est fait. Premier point est terminé. Donc, notre domaine personnalisé, maintenant, c'est fait. Puis on relancera l'analyse une fois qu'on aura tout fait. Référence sur le touche dashboard, c'est fait. Alors, c'est bien parce que est-ce que j'avais donné dans mon prompt l'adresse du tool dashboard? Oui, parce que c'est ici. Donc bien joué, ChatGPT a réussi à s'y retrouver. Le README existe, en revanche il est très minimaliste, il contient uniquement DS Categorix. Alors voilà, là il faudrait que ça le mette en rouge, donc je corrigerai mon prompt, mais on va écrire le README. Alors pour faire le README, c'est simple, on va aller dans notre GitHub Codespace, qui est ici. Donc comme ça, vous voyez un peu ce que c'est un GitHub Codespace que j'expliquais tout à l'heure. Donc il y a un simple clic, ça va charger dans un onglet de navigateur, dans un onglet de Firefox, ça va charger un VS Code complet, Visual Studio Code, qui va me permettre d'éditer mon application. Donc je zoome pour que vous voyez. Voilà, alors il faut attendre un petit peu parce que ça charge un Visual Studio Code complet dans le cloud de GitHub, donc dans une machine virtuelle de GitHub. On voit que j'ai développé sur Categorix il y a une semaine. Donc, approuver le dossier, hop, voilà. Et là, dans notre VS Code, voilà, dans le cloud GitHub, alors c'est disponible en gratuit mais très limité. J'ai l'option payante de GitHub qui a, je crois, $10 par mois. Donc là, alors d'abord je vais faire un git pull origin main pour être sûr qu'on a bien la dernière version. Qu'est-ce que c'est que ça? Git, j'ai mal écrit? Ah, faut peut-être juste faire git pull. Oups. Git pull. Bon, je suis pas très fort non plus en git. Alors, c'est bizarre. Git config. Pourquoi ça me fait ça? Parce que c'est pas configuré, Git? Git status. Git status. Oui. Alors, ma branche a divergé. J'ai des fichiers untracked. À quoi ça correspond? Je sais même pas. Bon, je pense qu'il n'y a pas de conflit. Alors, comment je rebase
mon dépôt local sur la branche main. Je pense qu'il n'y a pas de conflit. Voilà. Je me souviens plus de ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire un petit truc, une petite bricole. .vs code, je me souviens plus. Je ne me souviens plus du tout de pourquoi il y a ça. Je vérifie d'abord la branche courante et l'état du dépôt. Un rebase n'a de sens que depuis la branche de travail, pas lorsque vous êtes déjà sur main. Oui, ok. Bon, là je vais pas donner les explications. Vous êtes déjà sur main avec un commit local et 3 commits distants à intégrer. Ok. Oui, bon, je me suis mal exprimé. Git fetch origin. Hop. Et git rebase. Normalement, il ne devrait pas y avoir de conflit. Bon, bah, c'est la magie du direct. Successfully rebase. Voilà, bon, on refait un git pull. J'étais pris au dépourvu. Bon, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous n'avez pas quitté cette vidéo, car maintenant, on va faire le readme. Alors là, j'utilise GPT 5.6 Terra, qui est ce qui est proposé. Voilà. Ah, je sais, bon, on n'est pas là pour faire une revue de VS Code, donc écris un readme. Écris un readme qui explique ce que fait cette application. Voilà. Boum. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est les commits qu'on vient de rebase, je m'en souviens plus. Donc là, autorisé. Donc là, l'IA fait tout un tas de choses. Peut exécuter tout un tas de commandes pour inspecter. Donc là, elle veut faire un guide status, etc. Ça demande tout le temps des autorisations. On peut configurer pour autoriser tout le temps. Donc là, c'est en train d'écrire un readme. On voit que c'est assez rapide. Donc catégorique, c'est une application web autonome qui permet, alors là, bon, j'arrive pas à lire parce que, comment on fait, voilà, qui permet de répartir rapidement une liste d'éléments dans des catégories personnalisées. Elle convient par exemple au tri d'idées, tâches, retour utilisateur ou données à évaluer, pourquoi pas. Définissez 2 ou 3 catégories au nom distinct, ajoutez les éléments à trier, classez chaque élément, consultez la répartition finale. Bon, je lis pas tout, je vois à l'œil, mais j'arrive pas à lire aussi vite que je lis. Enfin, j'arrive pas à lire à voix haute aussi vite que je lis, voilà, sans parler. Les éléments sont mélangés avant le début du tri. Ok, bon, je ne savais même pas, c'est l'algorithme. Pendant le classement, la progression, le nombre d'éléments de chaque catégorie est indiqué. Ajoute une liste, vous pouvez déposer ou sélectionner un fichier TXT. Chaque ligne vide correspond, etc. Classer les éléments, indiquer sur le bouton catégorie. On a même des raccourcis clavier. Résultat, on peut exporter en CSV. Lancer l'application ne requiert ni d'installation ni de serveur. Ok, donc là pour utiliser le serveur PHP fourni par la tâche VS Code, bon, ça ne nous intéresse pas parce que c'est très spécifique, c'est pour du debug. HTML, CSS, JavaScript, ok. Alors j'aime bien, ajoute au début du README l'URL donc de démo de l'application. Et donc là, ça va être https://categorix.agiletoolkit.fr vu qu'on vient de configurer cette URL. Et avec ça, on sera bon. Donc j'ai demandé au début du README, comme ça les personnes et moi-même, on peut cliquer directement si on arrive sur le dépôt, si on ne se souvient plus de où c'est. Alors est-ce que c'est ajouté? Démo en ligne, voilà, très bien. Bon bah, conserver. Git add git commit-m ajout d'un readme. Bon, c'est un peu long, mais c'est systématique. On va le faire pour toutes les applications. Alors, pas dans cette vidéo, hein, bien sûr. Git push. Alors, quand je fais le git push, si je vais... Ah ben ouais, en fait là, c'est pas pertinent ce que j'allais dire, mais quand je fais le git push, ça redéploie. Alors, même si c'est seulement le readme, ça redéploie automatiquement sur GitHub Pages. Donc là, démo en ligne, je vais cliquer, on a bien accès, donc on est bon, le readme c'est magnifique, donc étape suivante terminée. Licence MIT, aucun fichier de licence, donc alors licence MIT, ajoute un fichier de licence MIT au dépôt. Je ne suis pas du tout expert des licences, quelqu'un m'a dit la dernière fois que la licence MIT c'était pas trop aimé de ceux qui font du libre. Parce que c'est pas assez libre, mais je sais pas pourquoi, parce que je m'y connais pas en licence. Donc ça vaudrait le coup de se documenter via l'IA, via ChatGPT. Vous pouvez l'expliquer en commentaire si vous savez. Bon, pourquoi je choisis MIT et pas une autre?
Franchement, j'en ai pas tellement l'idée parce que il y a quelques mois maintenant, il y a peut-être 1 an, j'avais voulu mettre une licence sur une application. J'avais demandé à ChatGPT de me conseiller par rapport à ce que je voulais. Bon, voilà, un truc libre, je me souviens plus ce que j'avais demandé. Et il m'avait dit, mets une licence MIT, c'est le plus simple, etc. Je lui avais dit, ok, très bien. Mais voilà, je suis pas expert juridique. Et en plus, alors, quand j'étais étudiant, bon, je fais le commit, git commit. Alors, on va pas la relire, hein, cette licence, parce que j'y connais rien. Ajout d'un fichier de licence MIT. Quand j'étais étudiant, j'ai lu le texte de la GPL pour comprendre. C'était hyper intéressant à titre pédagogique. Bien sûr, j'ai tout oublié parce que c'est pas mon domaine, je suis pas expert juridique. Bon, c'est bien de s'intéresser, mais voilà, on peut pas s'intéresser à tout. Les aspects légaux, juridiques, ça n'a jamais été trop mon truc. Alors, retournons. Donc, la licence, c'est fait. D'ailleurs, on peut le voir ici dans le dépôt. Si je rafraîchis à nouveau, j'ai mon petit fichier de licence. Donc, ça veut dire que c'est libre. Vous pouvez l'utiliser, le réutiliser. Voilà, license. C'est ici. N'hésitez pas, bien sûr. Je fais ça en mode gratuit. Ensuite, Docker, GitHub Actions. Alors, ça fait 30 minutes qu'on tourne, un peu moins. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a ni de Dockerfile, ni répertoire, ni GitHub Workflow. Donc là, c'est là où je prends mes anti-sèches. Dans Annex, j'ai repris les éléments de la vidéo Docker. Donc il faut faire un Dockerfile, il faut faire un workflow GitHub Action qui va permettre de construire une image à partir du Dockerfile et de le déposer sur GitHub Container Registry. Et ensuite, on peut tester. Je ne sais pas si on le fera, mais j'ai un prompt qui est déjà là, donc on va le faire. Hop. On va le faire et on peut le faire directement. On peut le faire directement dans notre code space. Alors comment je fais pour augmenter la taille de ça? Je ne peux pas l'augmenter. J'aimerais bien augmenter la zone de texte. Bon, tant pis. Tant pis. Ça s'augmente tout seul. Donc, dans un dépôt Git, j'ai l'application. Donc là, on va enlever ça. Bon, appliquer. Tout ça, c'est l'introduction. Donc, mince, j'ai cliqué. Aïe. On fait. Ah oui, hop, voilà. Donc, on va reprendre. Donc ça, on l'enlève. À chaque fois, alors, ce que je veux faire, c'est à chaque fois que je commit sur main, on crée une nouvelle image à partir d'un Dockerfile. Il faut mettre le Dockerfile dans le dépôt Git. Bon, créer le Dockerfile. Créer le Dockerfile. Je veux que l'image soit stockée dans GitHub Container Registry. Je voudrais que tout le process build publication de l'image soit automatisé via GitHub Actions. Je connais. Bon, là c'était un prompt. Alors voilà, c'est un copier-coller de prompt. Donc, tous mes prompts sont plus ou moins improvisés. Il mériterait celui-ci d'être raffiné. Pour information, alors là pas besoin de donner le dépôt. Donc voilà. Donc en fait, il suffit de demander créer une image Docker, créer un Dockerfile, et créer le workflow GitHub. Bon, c'est ça le mot, GitHub Actions, afin de mettre l'image dans GHCR. Bon, en fait, ça tient en une phrase. Bon, voilà, là aussi, c'est du direct. Donc, voilà. Le direct, c'est-à-dire c'est sans trucage. Moi, je n'aime pas voir des vidéos où on a un effet waouh et finalement, on n'arrive pas à reproduire parce qu'il y a peut-être des trucages. Donc là, bon, alors peut-être que vous n'arriverez pas à reproduire. Alors il faut quand même lire clone the repository. Bon, ça fait tout un tas de trucs. Peut-être que vous n'arriverez pas à reproduire si vous voyez la vidéo dans plusieurs mois et que tout a changé, etc. Alors là, je vois qu'il y a un problème parce que ça parle de mots mêlés. Alors on va arrêter tout ça. On va tout arrêter. Hop, je clique ici. Peut-être que... Non, mais ça n'a pas pris l'édition. Ça n'a pas pris l'édition de mon prompt. Ça a pris le copier-coller. Bon, c'est simple. On va faire un copier-coller à la main comme ça. Bon, je copie-colle le texte. Voilà. Et on va refaire un nouveau prompt. Donc, vous voyez,
Donc moi j'aime pas trop les effets wow qu'on n'arrive pas à reproduire. Alors peut-être que vous n'arriverez pas à le reproduire parce que GitHub aura changé, parce que les IA auront changé, etc. C'est possible. Mais au moins, alors qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Mais pourquoi il va dans mots mêlés? Docker ignore sont déjà présents dans les possibles, probablement issus de l'étape précédente. Est-ce que c'est écrit mots mêlés dans le prompt? Non, bah c'est bizarre. Ignorer. Alors, on va arrêter tout ça. Oublie l'histoire. Ça a dû le perturber, ça doit rester dans son contexte. Des mots mêlés. Je veux un. Je veux. Voilà, on copie ça. Je veux. Tac, bon, décidément. Je veux créer Dockerfile et le workflow GitHub Action afin de mettre l'image dans le GHCR pour l'appli locale Categorix. Petite confusion au niveau de l'IA, je pense, à cause de mon mauvais copier-coller. Ou alors, peut-être que je bascule sur Categorix. Alors, soit c'est l'IA, soit c'est moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Mais à mon avis, le fait d'avoir fait un mauvais copier-coller au départ, c'est resté dans son contexte et ça l'a induit en erreur. Bon, vous voyez qu'il faut faire attention avec l'IA. Alors, bon, il y a d'autres youtubeurs qui arrivent à très bien parler, expliquer, même en live et tout. Bah, je suis toujours assez impressionné. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire les choses et à parler en même temps et à ce que ce soit clair. Voilà, mettez-moi des pouces dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Exécution. Bon. Ah oui, bah c'est en train de builder l'image carrément. Donc ce qui est bien avec les IA modernes, alors ça consomme certainement beaucoup de ressources, mais on demande quelque chose et l'IA teste elle-même. Donc là, notre Dockerfile, il est ici. Normalement, il est extrêmement simple. Il suffit de copier un fichier HTML. Tiens, un robot.txt. On a un robot.txt dans l'application? Je m'en souvenais même pas. Bon, bah très bien. Donc on est bien sur Categorix, oui. On a un robot.txt, soit. Alors, où est-ce que j'en étais? Dockerfile. Dockerfile, c'est ici. Donc l'essentiel du Dockerfile, c'est ça. Hein. C'est copier ça dans un serveur web. Bon, je ne vais pas expliquer comment ça fonctionne Docker. On a aussi un sitemap. Bah, très bien. Donc, on a une icône. Ok. Categorix icône. C'est dans Doc. Ah oui. Je m'en souvenais même plus que j'avais fait tout ça. Et donc, là, c'est en train de tester un build d'image. Donc, est-ce que j'ai pas encore commité? Donc là, comme j'ai pas commité, ça lance pas le workflow GitHub, mais on le verra juste après. Donc le workflow de publication de l'image sur GitHub Container Registry, il est ici. Bon, j'espère que c'est pas trop dur pour vous spectateurs. Il est 23h, je commence vraiment à fatiguer. Je vous rappelle que ça, c'est pas une activité à temps plein. Donc on va faire conserver. On va faire git add. Bon, là on relit pas. Hein. Git commit -m. Tac, ajout d'un Dockerfile et workflow GitHub Action pour. Non, il y a une faute d'orthographe. Workflow GitHub Action pour publier l'image. J'espère que ça va marcher du premier coup sur GHCR. Voilà. Et git push. Alors, si je fais le git push, ça va carrément redéployer toute l'application. Donc, si je refresh, voilà, ça le fait. Ici, on voit le petit point pending. Et ben ça, non seulement il y a un workflow de build et de déploiement sur, alors build c'est un bien grand mot, de déploiement sur GitHub Pages, mais il y a aussi un workflow de création de conteneurs, enfin de création d'images Docker, pardon, et de push sur le GitHub Container Registry. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Et une fois que ce sera fait, alors j'espère que ça va marcher du premier coup, on pourra la visualiser et éventuellement la tester. Alors pour la tester, on va utiliser PowerShell de Windows, Microsoft, voilà. Donc là, c'est déjà fait. Donc maintenant, si je retourne ici, donc dans GitHub, on peut voir Packages,
le package Categorix. J'aurais dû le montrer avant il n'y avait pas, et bien là il y est. Et bien maintenant je vais pouvoir le tester. Alors pour le tester, comment je fais? Je crois que c'est écrit dans les anti-sèches ici. Voilà, Docker pull. Hop, alors là, il faut mettre le nom du package. Alors peut-être qu'il y a Categorix. On va cliquer ici. Voilà, on a tout qui est déjà prêt. Copier, très bien. Donc on va le faire ici. Donc j'ai Docker en local. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Error during connect. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, est-ce qu'il faut lancer Docker Desktop? Peut-être qu'il faut lancer Docker Desktop. Docker Desktop. Ça s'écrit pas comme ça? Il ne faut pas aller dans recherche. Voilà. Docker Desktop. Bon, j'espère que vous me pardonnez. Envoyez-moi des messages de sympathie. Bon, 38 minutes que je tourne. Je pense que ça marche pas parce que j'avais pas lancé Docker Desktop. Donc c'est l'engin, l'engine qui permet d'exécuter des conteneurs Docker sur la machine. Et voilà. Donc là, le pull a été fait. Excellent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Docker run-d, name. Est-ce que j'ai pas la commande déjà écrite ici pour faire le run? Non. Ok, donc on va devoir adapter. Donc, on va rétrécir ça. Tac. Docker run -d -name. Donc là, categorix -p. On va mettre 80 83 2.80. Et là, on va mettre, eh bien, on va mettre notre identifiant de notre paquet. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Je suis même pas sûr. Et voilà. Alors là, est-ce que ça fonctionne? Apparemment, ça fonctionne. C'est apparu ici. J'espère que vous l'avez vu. Et donc, je peux aller directement, oups, c'est pas ce que je voulais faire, je peux aller directement en local sur mon ordinateur. Et voilà, sur localhost 83, j'ai mon application. Donc maintenant, ça veut dire que si vous voulez l'utiliser via Docker, vous n'avez que ces deux commandes-là à faire. Si jamais vous ne voulez pas aller sur mon site à moi, parce que pour diverses raisons, parce que vous ne voulez pas voir Agile DevOps Toolkit, etc. Vous voulez voir que Categorix. Bon, bref, peu importe. Alors ici, ça redirige automatiquement sur le nom Agile Toolkit. Maintenant qu'on a mis le nom de domaine, eh bien, vous pouvez utiliser le conteneur voilà, avec ces deux lignes de commande. Hein. Deux lignes de commande ici. Voilà. Donc vous pouvez les voir comme ceci. Donc, c'était un petit peu long, hein, mais 40 minutes, ça va, on a fait pire. Donc, eh bien voilà, donc on a fini toutes les actions. Donc là, on va carrément reprendre ce prompt. Je vais faire un copier-coller. Tac. Et normalement, on devra avoir tout en vert. Hop. Bon. Et voilà. Qu'est-ce que ça nous disait d'autre? Les trois choses à faire, domaine personnalisé, etc. Bon, bah voilà, on a tout fait, même le readme. Alors le readme, là, c'était minimal. Il faudrait que je customise un peu le prompt pour lui dire que quand il n'y a rien dans le readme, faut le compléter quand même. Donc là, on refait le même audit. Et ça, c'est l'autre analyse pour RetroTemplate. Pour le site, mon site de RetroTemplate. Alors comment on fait pour y accéder? J'ai perdu le fil. Où est mon truc principal? Hop, c'est ici. RetroTemplate, c'est ce site-là. Voilà, où je mets tous mes templates de rétrospective que vous pouvez télécharger. On voit dès le début qu'il n'y a pas de nom de domaine. Donc ça serait template agiletoolkit.fr qu'il faudrait mettre. Donc ça, je le ferai une prochaine fois. Je ne vais pas le faire devant vous, c'est juste pour voir une autre analyse. Pas de nom de domaine personnalisé. README présent et assez complet. Très bien, pas de licence. Docker GitHub Action. Alors là, RetroTemplate, c'est plus compliqué la licence parce qu'il n'y a pas que du code, il y a aussi des images. Est-ce que MIT, ça s'applique aussi aux images? Je ne sais pas. Docker Action plus GitHub Action, il n'existe aucun workflow, etc. Bon, c'est un peu la même chose, et ça, je vais le faire, alors en off, hein, pas devant de vous, mais sur toutes les applications qui sont présentes. Alors là, j'ai 21 repositories, voilà, ils sont ici.
Donc tout ça c'est développé dans le cadre de la chaîne et c'est mis à disposition, c'est un certain nombre d'outils à votre disposition. Alors, conclusion. On a donc là, hop, diaporama, conclusion. Alors l'avantage, c'est que c'est relativement systématique. Donc si on veut un certain niveau de qualité, je ne sais pas si on peut parler de qualité, mais si on veut un certain nombre de critères pour toutes les applications qu'on héberge comme ça là, en statique, pour tous mes gadgets d'agilité, eh bien je vais appliquer ça de manière systématique. Et du coup, c'est grandement automatisable. Même le README, il est généré par IA, donc là je l'ai juste relu en diagonale pour vérifier que c'était OK. Donc on pourrait automatiser toutes les étapes. C'est peut-être ce qu'on fera dans une prochaine vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de faire à la main tout ce que je viens de vous montrer, eh bien on pourrait l'automatiser one shot, on pourrait donner le rapport, on pourrait demander à l'IA de faire le rapport, donc on pourrait directement le faire dans le GitHub Codespace ici, et lui demander de faire dans la foulée, d'exécuter l'ensemble de tout ce qui n'est pas déjà valide. Alors ça pourrait pas aller dans Hostinger configurer le sous-domaine, mais on peut faire quand même pas mal de choses de manière automatique. Sachant que là, sur cette application que j'ai choisie, il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient en vert, mais il pourrait y en avoir moins. Alors maintenant, j'ai refait la même requête après, donc ça c'est le après, j'espère que vous arrivez à suivre. Eh bien on voit que tout est en vert, donc c'est très bien. Alors, et les critères, on pourrait en rajouter d'autres, on pourrait en rajouter beaucoup. D'ailleurs, je vous ai dit en introduction que je m'intéresse maintenant à tout ce qui est SEO, GEO. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà testé en off, pas en vidéo, et qui s'automatise aussi très bien. Donc peut-être qu'on y reviendra. Là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que c'est quand même un sujet qui est très riche, qui est technique, etc. Donc ça aurait pris trop de temps. Et si on veut aller plus loin, si on veut aller encore plus loin que ça, donc j'ai aucun doute sur le fait que tout ce que je vous ai montré, à part la configuration de Hostinger, tout ce que je vous ai montré, c'est grandement automatisable. Mais pour aller plus loin, c'est pour tout ce qui est application où il y a nécessité d'avoir un back-end. On ne peut plus être sur GitHub Codespace, on ne peut plus être sur GitHub Pages. Donc ça, j'en ai pas trop parlé sur la chaîne, mais je développe aussi des petites applications qui nécessitent un back-end et bientôt qui nécessiteront des comptes utilisateurs, de la persistance de données. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour faire des choses plus sophistiquées que des simples gadgets d'agilité. Alors, ça sera toujours des applications autour de l'agilité, mais pour apporter la persistance de données, c'est le principal critère, c'est la principale chose qu'il nous faut. Donc là, il faut quand même une infra un peu plus sophistiquée. Donc ça, on en parlera sur la chaîne, je ne sais pas quand, mais on fera un hébergement d'applications automatisé. Et là, on ira s'héberger probablement chez AWS, chez Amazon. Pourquoi Amazon ? Parce que c'est le seul cloud que je connais un peu, où j'ai un peu d'expérience, où j'ai bricolé. Sur les autres, il faudrait que j'apprenne, etc. Ça me prendrait plus de temps. Donc voilà, nécessité d'un hébergement plus avancé. Donc on ira plus loin sur la chaîne. Voilà, donc 45 minutes. J'ai mis à niveau un de mes petits sites web par rapport à certains critères. J'aurais pu aller plus vite parce que je vous ai expliqué tout un tas de choses. Donc je pense que, et puis voilà, il y a eu quelques mini imprévus, mais je pense que sans explication, en étant bien réveillé, j'aurais pu le faire en 30 minutes, voire moins de 30 minutes. Donc 30 minutes pour mettre aux normes mon petit gadget. Alors 30 minutes, c'est quand même assez court. Avec l'IA, on ne se rend pas compte maintenant à quel point l'IA accélère les choses. Tous ces gadgets d'agilité, est-ce que je peux revenir sur agiletoolkit.fr ? On va aller directement sur agiletoolkit.fr. Tous ces gadgets, c'est des choses auxquelles j'ai pensé en tant que Scrum Master depuis des années, il y a bien longtemps, mais dont j'avais envie. Par exemple, un catalogue de rétrospective, ça j'y pense depuis le début que je fais de l'agilité. Mais je ne l'ai jamais fait parce que je n'avais pas l'IA pour le faire de manière aussi facilement que maintenant. Et maintenant, en quelques heures, on peut avoir des applications. Donc la roue des prénoms aussi. Je faisais aussi des tirages au sort depuis des années avant l'IA, mais la roue des prénoms, c'est plus sympa. Donc maintenant, grâce à l'IA, on peut éditer, publier, déployer des applications très facilement. Grâce à l'IA et aussi grâce à GitHub. Alors, il n'y a pas que GitHub, il y a aussi GitLab, mais bon, moi j'utilise GitHub. Eh bien, en fait, tous ces workflows, moi, GitHub, j'appelle ça les nouvelles plateformes de développement intégrées
intégré avec du déploiement, avec de l'hébergement et assisté par l'IA. Nouvelle plateforme de développement intégrée assistée par IA. Bon, c'est un peu long, mais voilà. Donc dans cette vidéo, j'explique ça aussi. Donc vous pouvez aller la voir si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, c'est la vidéo qui a le plus marché sur la chaîne avec plus de 800 vues, ce qui est un record pour ma chaîne. Donc j'espère qu'on atteindra les 1000 sur cette vidéo. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.